euh, vous expliquer un petit peu à tous pourquoi je pense que la médiation est utile dès le contrat de travail. Et d'abord, est-ce que c'est possible? Puisque je ne sais pas si j'ai affaire à des avocats en droit social dans les participants. Si tel est le cas, ils ont appris qu'on ne pouvait pas faire de médiation dans les contrats de travail. Et je vais vous démontrer que, en fait, c'est inexact. Ça fait partie des lunes que l'on peut combattre. Alors, bien entendu, la médiation devient maintenant, je dirais, un point de passage obligé dans les relations salariales. Aujourd'hui, il y a quelques années, la médiation intervenait au niveau de la cour d'appel. C'est-à-dire, vous arriviez en appel, on vous demandait de prévoir une médiation. Puis, maintenant, je dirais, se généralise au niveau des conseils de prud'homme. Et pour prévenir un petit peu tous les désagréments et toute la modification d'organisation que ça implique, je préconise en tout cas d'organiser des médiations directement dans le contrat de travail. Est-ce qu'on peut le faire avec tout le monde? Bien entendu, oui, dans des proportions un petit peu différentes. Vous avez vu, vous savez que maintenant, vous avez une obligation dans les entreprises d'avoir un système de prévention des conflits et surtout des alertes professionnelles. Et ben, la médiation peut être un outil qui est le pendant de la prévention des alertes pour gérer les dites alertes. Alors, pour en revenir à l'histoire de la médiation dans les contrats de travail, je vais passer à mon introduction. Évidemment, la médiation judiciaire, c'est quelque chose de récent, ça n'a pas 20 ans. Et vous savez que l'institution judiciaire est plutôt dans le temps long, sauf pour la question des peines pénales. Mais pour le reste, notamment en matière de droit civil, on est dans le temps long. La procédure aussi. Pour faire un code de procédure, il faut plus d'une dizaine d'années. Donc, le code de procédure civile qui a été modifié en 1996, avait introduit la médiation judiciaire. Et donc, qui pouvait faire des médiations? Uniquement les magistrats. Mais dans notre droit européen, qui est un droit beaucoup plus issu de la common law que de l'ordre public comme nous l'entendons, nous, en France, eh bien, le Code civil a intégré des dispositions européennes par ordonnance qui définit la médiation dite conventionnelle. Je m'empresse de vous dire que judiciaire ou conventionnel, c'est exactement la même chose puisqu'il s'agit d'un processus structuré et c'est toujours comme ça que je commence les informations à la médiation. C'est un processus structuré, quelle qu'en soit sa dénomination, en réalité, non, la médiation seulement, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige. On est toujours dans la médiation éventuellement conventionnelle. Pourquoi? Parce que c'est les parties qui demandent au juge de fixer un médiateur. La médiation judiciaire, c'est évidemment quand le juge vous impose un médiateur. J'insiste sur l'aspect processus structuré. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, notamment avec les avocats que je suis, nous avons tendance à penser que si on n'a pas pu, entre confrères, obtenir un accord lors d'un litige de nature prud'homale, alors personne n'y arrivera. Alors, c'est pas vrai. En réalité, un médiateur bien formé arrive très souvent à faire en sorte que les parties accouchent, il n'y a pas d'autre mot, d'un accord
qu'elles trouvent elles-mêmes, qu'on leur souffre, qu'on les incite à adopter, quelle que soit la dénomination qu'on indique, le processus est complètement structuré. Et si c'est nécessaire, parce que ça c'était la partie de Bérengère d'habitude, je peux un peu à l'impro, vous expliquer comment fonctionne ce processus structuré. Mais j'imagine bien que les participants de ce webinaire ont une idée déjà assez précise de ce qu'est la médiation pour être là. Alors, donc médiation judiciaire, médiation très utilisée en matière familiale, et ça donne de très bons résultats. Je veux dire, les médiateurs familiaux et le juge aux affaires familiales envoient très régulièrement les parents pour s'entendre sur les enfants, les grands-parents, les enfants, etc. Ils préfèrent de beaucoup qu'un accord soit trouvé entre les parties pour une raison bien simple, c'est qu'un accord imposé, c'est comme une règle non souhaitée par un enfant, elle n'est pas respectée. On l'a vu, je pense, sur les questions sanitaires en France. Si la règle est comprise et adoptée, alors elle est respectée, sinon elle ne l'est pas. Or, en matière prud'homale, les conseillers prud'hommes, le prud'homme d'une façon générale, ne voulait absolument pas entendre parler de la médiation en confondant médiation et conciliation. Alors, l'avocat proteste parce qu'il estime qu'il doit trouver un accord avec son confrère. Le conseil de prud'homme dit notre job, c'est la conciliation. Elle est obligatoire en matière prud'homale. Et si nous sommes capables de concilier, alors il n'y a pas besoin de médiation. C'est évidemment une très mauvaise conception de la médiation qui n'a rien à voir avec la conciliation. La conciliation, et j'ai été 10 ans juge prud'homal, je peux vous dire qu'on impose des conciliations assez, je dirais pas facilement quand on a des avocats en face, mais quand les parties se défendent seules, on trouve assez vite, moins de 10 minutes, un accord qui est subi et non pas choisi. C'est une différence essentielle. Mais la conciliation n'est pas du tout faite comme elle devrait l'être au niveau des conseils de prud'homme. Ils n'ont ni le temps, ni l'énergie d'ailleurs, avec des parties absentes, pour trouver des voies de conciliation. La mise en œuvre d'une médiation n'empêche absolument pas la conciliation. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, et c'est un peu le sens de cette intervention, prévoir une médiation qui soit préalable à la saisine du juge. Et c'est tout l'intérêt de l'opération. Ce n'est pas parce que vous avez une clause de médiation qui vous demande ou qui vous propose de saisir un médiateur que pour autant, si la médiation échoue, et ça arrive évidemment, alors vous pouvez toujours saisir le juge. On a exactement la même chose en matière de négociation des conventions collectives. Alors, maintenant, avec la réforme Macron, il y a moins de négociations collectives parce qu'il y a moins de champs conventionnels. Mais le principe est le même. Ce n'est pas parce que vous avez une procédure préalable de médiation ou même de conciliation que vous ne pouvez pas saisir le juge. C'est la grande différence avec l'arbitrage. Je suppose que vous savez que l'arbitrage, c'est se placer sous l'égide de trois arbitres, chacun choisit son arbitre, les arbitres ensemble choisissent un troisième arbitre, mais les sentences qu'ils délivrent sont des sentences exécutoires. Ce n'est évidemment pas du tout le cas en matière de médiation. Alors, sous quelle égide sommes-nous? Eh bien, sous l'égide de la directive européenne de 2008, qui prévoit non pas l'arbitrage, mais la médiation en matière civile et commerciale. La loi de 2008 l'a transposée.
donc ça a été très vite. Hein. Donc, vous voyez, pour une fois, directive européenne du 21 mai, transposée par la loi du 17 juin. On n'a jamais vu une directive transposée aussi rapidement. Et en réalité, la directive européenne, une petite assise en matière sociale, était d'application directe. Et donc, le seul problème du ministère de la Justice, c'était la question de la prescription. Et donc, ils ont tranché par un texte, qui aurait pu être d'ailleurs d'origine complètement réglementaire, pour indiquer que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation. Nous sommes encore en matière sociale sous l'égide de ce texte-là, c'est-à-dire que la médiation suspend la procédure à condition qu'elle soit du premier jour de réunion, soit qu'il y ait une ordonnance de médiation par le juge, qu'il soit prud'homal ou d'appel. Le Conseil d'État est très hostile à la médiation. Voilà, dès 2010, le Conseil d'État avait estimé qu'il ne pouvait pas y avoir de médiation en matière sociale parce que la matière sociale est d'ordre public, elle doit donc être réglée par des juges, en oubliant un peu que les juges prud'homaux ne sont pas des juges professionnels, mais ce qu'on appelle des magistrats occasionnels. Autant la plupart font bien leur boulot, mais il n'empêche que venir dire que la médiation en matière sociale n'était pas possible parce que l'ordre public ne pouvait pas être bafoué par des médiateurs, je pense qu'en réalité, c'était un manque total d'anticipation, parce que dans la réalité des médiations que l'on est amené à faire, notamment au CMAP, les médiateurs font respecter l'ordre public social. Je n'ai jamais vu jusqu'à présent une médiation qui bafoue l'ordre public. Alors, il y a moins d'ordre public aujourd'hui avec les lois Macron. Pour autant, nous sommes quand même les uns et les autres baignés dans des textes et une jurisprudence qui privilégient en matière sociale l'ordre public, et on ne s'en affranchit pas vraiment autant qu'on pourrait le faire réellement du fait de des modifications instituées par les lois Macron. Donc, le Conseil d'État, écoutez, n'a pas anticipé ça. Je pense que sa position serait différente aujourd'hui, sauf qu'on ne vient pas le solliciter là-dessus. 2 dispositions spécifiques à la médiation dans le Code du travail, donc pas grand-chose, hein, on ne dit pas la médiation est ouverte à tout. Sur le harcèlement moral, ce texte-là est un texte très important, 1252-6, qui n'est pas vraiment utilisé dans les entreprises, et que moi je vais essayer de faire revivre, parce que en matière de harcèlement moral, vous le savez comme moi, lorsque un salarié s'estime harcelé, soit il saisit un représentant du personnel, et là, je dirais que c'est assez cataclysmique parce que l'employeur doit désigner ou faire désigner des enquêteurs, faire une enquête, et tout ça tombe, je dirais, dans le domaine public, alors même que si, et c'est de plus en plus souvent le cas, on a affaire à du harcèlement dit de gestion, soit du micromanagement, soit des comportements un peu toxiques plus que harcelants, alors l'intervention d'un médiateur, je dirais, règle très très rapidement le conflit, et les parties se mettent assez facilement d'accord pour trouver un mode de fonctionnement qui soit respectueux et efficace pour l'entreprise. Et donc, vraiment, il se trouve que je mets en place dans les entreprises une plateforme d'alerte professionnelle que j'ai développée, et cette plateforme rappelle le fait que une procédure de médiation peut être mise en place, je dirais, de façon discrète et rapide, en sachant que le harcèlement moral, qu'il soit individuel ou de gestion, c'est-à-dire global, en termes d'organisation d'entreprise, eh bien, peut
très vite être ajusté sans que ça fasse de dégâts avec des gens malades, 1 an, 2 ans, des inaptitudes et des gestions qui seront lourdes, complexes et qui laissent des traces sociales. Le règlement des conflits collectifs, vous le savez, la presse l'a souvent souligné, des médiateurs ont été saisis lors de grandes grèves. Bon, alors, c'est le texte le prévoit. Est-ce qu'il est utilisé? Écoutez, depuis quelques années, non, ou très peu. Je n'ai pas souvenance dans les 3 dernières années qu'un médiateur ait été nommé pour un grand conflit, mais peut-être que quelqu'un a une idée sur la question. Alors, donc vous le voyez, le texte et les textes sont très encadrés. L'ouverture de la médiation est destinée essentiellement au conflit collectif ou au harcèlement moral. Rien n'empêche de l'ouvrir plus largement. Et on peut, je vais essayer de vous le démontrer, nous avons intérêt à intégrer des clauses de médiation directement dans les contrats de travail pour anticiper en quelque sorte des litiges à naître. Alors, dans un premier temps, je voudrais qu'on revienne sur les atouts de la médiation dans la relation employeur-salarié. Lorsque on met une clause de médiation, on dit à son salarié, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des conflits dans nos rapports. C'est d'ailleurs l'avis de l'entreprise nous le démontre assez facilement. On peut être en désaccord avec la façon de manager, on peut être en désaccord avec l'assiette des primes ou les bonus ou la taille du bureau ou le collègue qu'on vous impose. Enfin, il y a tout un tas de frottements dans l'entreprise qui se règlent 9 fois sur 10 de façon complètement, naturelle, par le biais du management ou par le biais des efforts des uns et des autres. Et puis, il y en a d'autres qui s'enquistent. Vous ne m'avez pas muté à tel endroit que je réclamais, vous avez nommé quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à le comprendre. Où il peut y avoir des chocs culturels, il peut y avoir des chocs psychologiques. Et là, le dialogue peut se rompre. Lorsque c'est le cas, l'intervention d'un médiateur qui est en fait un traducteur, un médiateur. Qu'est-ce qu'on fait en médiation? Eh bien, une fois que chaque partie a exposé sa vision du conflit, le médiateur est là pour, en permanence, reformuler le propos de telle sorte qu'il devienne intelligible pour l'autre. Parce qu'on peut partir de l'idée que si on a un accord sur le désaccord, alors on trouve une solution. Et la médiation, le médiateur est là pour ça. Donc la reformulation permet, par un tiers, au fond, qui n'est pas partie au conflit, permet d'expliquer aux uns et aux autres quelle est la position de l'autre, la faire entendre, la faire reconnaître. Et là, ça permet le plus souvent de trouver un accord sur leur sujet. Le dialogue en devient plus humain et les acteurs sont responsables de leur propre solution. C'est-à-dire qu'on est dans la solution partagée, on n'est pas dans la solution imposée. Alors, je ne sais pas comment vous vivez maintenant les relations en entreprise. Il est de plus en plus difficile et on le voit avec la difficulté à faire revenir les gens en présentiel. Est-ce que vous pouvez, vous, employeur, imposer à des salariés de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire? On voit bien que c'est impossible. Dans le paroxysme étant que les gens se mettent, ce qu'on appelle se mettre en maladie, c'est-à-dire que la contrainte qu'on leur impose génère un stress qui les rend malades. Donc, la ligne de crête entre ce qui est faisable et ce qui est souhaitable est assez difficile à trouver. Donc,
la médiation, pour ça, peut être une solution avantageuse. Je m'empresse de dire que la plupart du temps, les DRH dans les grandes entreprises sont des médiateurs qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils sont en général entre les corps et l'arbre, c'est-à-dire entre le management et les salariés, et ils s'empressent d'essayer de comprendre ce qui anime les uns et les autres et de trouver une solution qui soit le jugement de Salomon. Bon, c'est aussi le job du médiateur, en quelque sorte, sauf que le médiateur s'efforce de faire trouver au salarié et à l'employeur lui-même la solution qui lui convient. Donc, je pense qu'il ne faut pas vivre la médiation en entreprise comme un échec du DRH, parce qu'il y a des tas de situations dans lesquelles il ne peut pas intervenir, soit parce que son patron est directement impliqué, soit parce que il y a des conflits entre salariés, ce qui complique un petit peu la vie. Et pour la compliquer encore un peu, vous avez aussi des conflits entre représentants du personnel. Je ne sais pas si les uns ou les autres ont vécu ça. Ce sont des situations où le management est un peu ne peut pas tellement intervenir parce que ça reviendrait à privilégier tel ou tel syndicat et c'est extrêmement compliqué. Alors, Aline, oui. pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre. Nous avons une question de Virginie Legui qui nous explique que je suis responsable des ressources humaines et médiatrice. J'ai dû quitter mon entreprise pour me former car celle-ci ne croyait pas en la médiation et moi oui. Comment faire pour proposer à une entreprise DRH d'introduire la médiation au sein de l'entreprise? Alors, merci pour cette question. Une des choses les plus faciles à faire, au fond, c'est de multiplier, proposer des clauses de médiation directement dans les contrats de travail. Alors, vous allez me dire, pour que le salarié et l'employeur acceptent, il faut qu'ils comprennent l'intérêt de la médiation. Mais là-dessus, Virginie, c'est vous qui gagnerez parce que le temps joue pour vous. Alors, dans combien de temps, je ne sais pas, mais le temps joue pour la médiation. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'assister à une conférence très intéressante entre le syndicat des avocats en droit social, Avocial, et la présidente de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Paris, qui a bien expliqué que maintenant, si les parties avaient échappé à la médiation au Conseil de prud'homme, à Nanterre, ils n'y échappent pas en départage. Ils seraient invités à la médiation au moment où ils déposent un appel, puis au moment où ils ont plaidé. Donc, c'est impossible d'y échapper en réalité. Et elle expliquait bien que ce n'était pas du tout pour que les magistrats ne fassent pas leur job, mais parce que, comme en matière familiale, on se rend bien compte que la solution judiciaire n'est pas une solution humaine. C'est-à-dire qu'elle ne convient pas forcément elle ne résout pas effectivement le conflit. On pourra y revenir si vous voulez. L'intérêt de la médiation, des clauses de médiation, c'est que vous pouvez avoir un conflit avec votre employeur, vous pouvez avoir un conflit avec votre salarié. La rupture du contrat n'est pas toujours possible. Vous pouvez dire, bon, il n'est pas d'accord avec moi, hop, il s'en va. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les barèmes Macron, je dirais que c'est plus facile, mais ce n'est pas forcément optimal. D'abord parce que ça crée des dysfonctionnements sociaux, et puis aussi parce que vous pouvez avoir affaire à des compétences rares et que vous n'avez pas du tout envie de vous en priver, et encore moins de les envoyer à la concurrence. Donc, il faut trouver des voies et moyens de résoudre des conflits. La médiation à l'intérieur de l'entreprise en est une solution. Je vais passer très rapidement sur les durées de longueur de procédure prud'homale. Quelquefois, les employeurs nous disent
c'est pas la peine de transiger ou c'est pas la peine de faire une médiation parce que le temps joue pour moi. Non, le temps joue contre l'employeur. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont beaucoup, beaucoup plus élevés qu'ils ne l'imaginent au départ. Je veux dire, le taux d'intérêt quand vous avez un salarié qui vous réclame des heures supplémentaires, le taux court à compter de l'introduction de la demande. Donc, si vous avez, comme à Paris, 20 ou Nanterre, 2 ou 3 ans de procédure, même plus que ça, parce qu'en réalité, vous avez 1 an et demi, voire 2 ans pour juste une conciliation, puis encore 2 ans pour un bureau de jugement. Ça fait 4 ans. Eh ben, en 4 ans, vous avez à 5% d'intérêt par an de retard. Vous voyez bien que la somme devient très rondelette. Donc, si ce n'est que des questions d'argent, eh ben, le temps joue contre l'employeur. Et si ce sont des questions sociales, ça joue aussi contre l'employeur parce que lorsque vous avez un salarié au prud'homme, les autres le savent parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout se sait maintenant dans tous les domaines. Et si vous perdez votre crédibilité sociale, et c'est peut-être ça aussi, Virginie, qui est important à rappeler, la crédibilité sociale, la capacité sociale d'une entreprise, c'est aussi sa marque employeur et elle a besoin, la plupart du temps, pour attirer des gens, pour attirer des talents, elle a besoin d'une aura sociale pas trop dégradée par des conflits qu'elle est susceptible de perdre. Les délais judiciaires sont en constante augmentation. Ce n'est pas pour autant que les magistrats vous envoient en médiation, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour raccourcir les délais. Mais par contre, ça peut être un très bel outil pour éviter l'aléa juridique. Même si j'ai beaucoup de respect pour les conseillers prud'hommes dont j'ai été, il n'empêche que la rédaction des jugements, pour un avocat qui a l'œil exercé, permet souvent d'aller en appel avec, je dirais, en train. Ce n'est pas forcément uniquement pour des questions d'argent, quoique les motivations étant un peu lacunaires, le taux d'appel reste très élevé. Voilà. Donc, au bout de 4 ans, vous avez un arrêt. Quelquefois avec des rédactions tout aussi étranges à la cour d'appel, il faut le dire. Hein. La matière sociale, c'est terriblement complexifié et que même avec des magistrats qui font du social depuis longtemps, on peut avoir des surprises, et j'en ai à votre disposition, tout à fait étranges sur des sujets aussi techniques que le calcul du salaire de base ou des choses comme ça. Voilà. Une procédure prud'homale coûte. Vous allez me dire, la médiation aussi, on va y revenir, mais l'avantage de la médiation, c'est que le coût est défini au préalable. Le centre de médiation vous envoie les tarifs, vous savez où vous allez, et l'avocat de l'entreprise, il trouve largement son compte. Personnellement, je le pratique complètement puisque je fais beaucoup de conseils et j'ai donc des entreprises clientes récurrentes, ils sont toujours contents d'une procédure de médiation, dans laquelle je les accompagne évidemment, mais si elles trouvent une solution partagée, alors les entreprises qui ont évité le coût d'un procès, le stress d'un procès, parce que c'est très stressant pour les employeurs aussi le procès, alors ils sont franchement contents. Gain de temps, gain d'argent et gain social aussi en termes de climat. Alors, vous le savez, les médiations sont soumises à la confidentialité. Donc, normalement, si les deux parties sont bien conscientes de cette contrainte
impérative, alors vraiment impérative. Il n'y a pas d'effet boule de neige. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous signez une transaction avec un salarié. Le salarié est parti, il va au prud'homme, il menace d'y aller, les avocats se mettent d'accord, il y a une transaction. Certes, elle est confidentielle, elle n'est pas, on ne la promène pas au tribunal puisqu'on ne peut plus aller au tribunal, mais les montants transactionnels sont souvent évoqués dans les entreprises. Comment le savent-ils? Je vous laisse le soin de l'imaginer, par les gens qui payent probablement. Donc, le fait de transiger avec beaucoup d'argent n'est pas aussi discret qu'une médiation, où franchement, avec des médiations, je n'ai jamais vu de rupture de confidentialité. On essaye d'éviter l'effet boule de neige, enfin on évite l'effet boule de neige, sauf les exceptions évidemment liées à l'ordre public, à l'intérêt psychologique de la personne. Je veux dire, il y a assez peu de médiation que, quand vous êtes un médiateur un peu conséquent, si vous voyez qu'une des parties est très faible psychologiquement, vous mettez fin à la médiation. Vous savez que l'accord qui serait obtenu ne serait pas forcément équilibré et donc vous ne gardez pas une médiation ni même une transaction. Vous savez bien qu'on ne peut pas transiger avec des gens qui sont malades, donc psychologiquement j'entends. Donc on évite de le faire. Et l'exception au principe de confidentialité, c'est lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Alors ça, ce sont des accords, un contenu de médiation, comme vous le savez, ce n'est pas du tout uniquement de l'argent. Ça peut être un process, ça peut être une manière de se comporter, ça peut être donc quelquefois, notamment dans l'entourage, chez les managers, oui, il est utile de montrer un accord. Mais ce n'est quand même pas non plus des choses qui arrivent tous les jours. Alors, pour toutes ces raisons, qui j'espère sont convaincantes, je pense qu'il faut mettre des clauses de médiation dans les contrats de travail. En tout cas, moi, je le fais. Les employeurs sont contents, les salariés aussi, parce que l'air du temps est à la médiation, en fait. Donc, personne n'est vraiment surpris. Ça informe le salarié de l'existence de la procédure, ça prévoit les modalités de règlement des différends, ça sensibilise le salarié au recours à la médiation, dire que, et aujourd'hui, dans les litiges, enfin en province notamment, dans les villages, vous avez des conciliateurs, ils sont débordés. Donc, je ne dis pas la médiation et la conciliation, ce n'est pas la même chose. Pour autant, on voit bien que les parties qui sont en conflit ont besoin d'un tiers pour les aider à le régler. Et dire qu'il y aura une médiation en cas de difficulté non résolue, évidemment, directement, alors c'est rassurer le salarié quant à sa position vis-à-vis de l'entreprise. C'est en général bien accueilli et pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, ça évite des coûts et des conflits qui s'enquistent et qui finissent par coûter cher, notamment en matière d'heures supplémentaires. Vous savez que les cadres et les heures supplémentaires, ça devient un running gag à la cour d'appel. Alors, voilà un exemple de rédaction de clause de médiation. Elle est assez complète parce qu'elle explique tout ce qui doit figurer dans une clause de médiation. D'abord, évidemment, son cadre d'exercice, c'est-à-dire un différend sérieux, un différend qui n'est pas réglé, je dirais, de façon simple au niveau RH, sur le contrat, sa formation, son existence, sa validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, son interruption ou sa résiliation relèvera de la compétence du, alors
vous mettez le centre de médiation que vous voulez. Moi, je mets le CMAP, mais je veux dire, vous pouvez aussi mettre le centre de médiation. Enfin, il y a plusieurs structures. Moi, j'ai mis le CMAP. Voilà. D'ailleurs, je l'affirme, après, le CMAP pourra être saisi par demande conjointe ou par demande unilatérale d'une partie. C'est assez avantageux de saisir le CMAP. Elles sont très formées à vous expliquer qu'il y a un litige. Et ensuite, c'est le CMAP, les juristes du CMAP qui vont appeler l'autre partie. Vous êtes un peu surprise au départ, en disant, ben voilà, on a une demande de médiation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vous aider? Ça permet effectivement faire entamer la question par un tiers déjà, un tiers médiateur, c'est le CMAP médiateur, pour essayer de voir comment on peut rentrer en médiation. Alors, Aline, excusez-moi, nous avons une question qui est: une clause de médiation peut-elle être incluse dans un CDD et permettre la gestion d'une rupture anticipée ou uniquement dans les CDI? Alors, elle peut tout à fait être mise dans un CDD, simplement, je vous renvoie à l'ordre public. Est-ce qu'on peut rompre, vous savez que les CDD doivent arriver à terme. Le salarié ne peut pas démissionner et normalement, on ne peut pas mettre fin au CDD autrement que pour faute grave. C'est en principe d'ordre public. Je mets en principe entre guillemets parce que dans la réalité, si vous avez une clause de médiation générale, la même que celle-là, par exemple, dans votre CDD, et que vous allez traiter ce sujet-là avec un protocole de médiation, tant qu'il n'est pas considéré comme nul par le juge, a priori, il sera appliqué. Je veux dire, c'est le vieux réflexe de l'avocat. Je veux dire, si personne ne vient se plaindre d'une décision ou d'un accord, alors il trouve sa pleine exécution. Si le juge se saisit d'une clause ou d'un protocole de médiation qui vise à rompre le contrat avant le terme en dépit de l'ordre public, comme il ne s'agit pas d'un ordre public absolu, alors je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Je ne sais pas si je dois vous faire un petit mot sur la différence entre l'ordre public absolu et l'ordre public relatif, qui est une des spécificités de notre droit du travail. Dans l'ordre public absolu, vous ne pouvez pas aller contre. Par exemple, vous ne pourrez pas avoir une clause de médiation avec un représentant du personnel pour qu'il soit licencié pour avoir une rupture conventionnelle simple. Là, on est dans l'ordre public absolu, la protection des représentants du personnel, mais il y a tout un tas de dispositions qui sont d'ordre public relatif, dans lequel les parties peuvent trouver un arrangement. Et je pense que sur la rupture d'un CDD, dès lors que les parties sont équilibrées, je pense que, je ne l'ai jamais vu, mais je pense qu'on peut le faire. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Merci. Je vous remercie de votre réponse. Je pensais spécifiquement au cas au CDD, par exemple, d'usage ou à objet, dans lesquels, lorsque le CDD est lié à un autre contrat commercial qui lui arrivera à terme, et en tout cas aux situations dans lesquelles on a un risque de rupture anticipée, et pour éviter des conflits, avoir une clause de médiation pour trouver un terrain d'entente Alors, il y a deux observations dans votre… Enfin, je vais répondre de deux manières. D'abord, les clauses de médiation sont des clauses générales, c'est-à-dire qu'elles peuvent intervenir pour tout litige, pas, oui, je dirais, pas pour un litige. Préciser, bien sûr. Voilà, oui, c'est pas… Parce que si vous prévoyez d'ores et déjà les modalités de sortie de votre CDD d'usage, là, vous heurtez l'ordre public. Oui. Donc, voilà. Sans préciser effectivement l'objet, oui. Mais c'est plus une façon d'anticiper un risque potentiel lié à une rupture éventuelle anticipée. Et on se dit, dans ce cas-là, une médiation serait utile. Oui, une médiation serait utile. Plutôt que de passer par le processus habituel, soit de la transaction, soit d'un litige prud'homal. Voilà. Litige prud'homal, demande de requalification, intégration, contrat de travail, et tutti quanti. Non, effectivement, la médiation pour ça peut être tout à fait utile, ne serait-ce que pour
mieux faire comprendre aux parties la position de l'autre. C'est en fait aussi, je dis quelquefois, il ne faut pas le prendre comme, c'est pas du tout péjoratif. La médiation, c'est aussi un arbre à palabres. C'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas forcément le temps ou l'énergie ou le culot de dire, on peut le faire sous l'égide de la médiation et c'est assez utile pour les parties d'entendre la position de l'autre de façon, je dirais, non contrainte. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une clause? Que les parties ont la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat ou un défenseur syndical. C'est très, très utile. Hein. Je dirais, il faut l'avocat, je vais y revenir après. L'employeur s'engage à prendre en charge au moins 70% des coûts de la dite médiation. 70%, c'est une invention de ma part. Je vous le dis tout de suite. Si vous mettez 50%, les parties ne sont pas d'accord. Je mets au moins 70% parce que la partie forte, c'est quand même normalement l'entreprise et le salarié qui estime avoir raison sur quelque chose n'a pas du tout envie d'être obligé de payer pour avoir raison. Surtout que la justice est gratuite. Donc, partant de là, le coût de la médiation, on le voit en matière judiciaire, et alors même que ce n'est pas très cher, les parties, notamment les salariés, refusent la prise en charge du coût de la médiation, en tout cas à 55 ans. Par contre, je déconseille formellement de prendre 100% du coût de la médiation. Pourquoi? Alors, peut-être qu'in fine, ça sera 100% une fois que l'accord est conclu. Mais si vous rentrez dans un processus de médiation gratuit, eh bien, vous n'avez pas le sentiment que c'est réellement sérieux. Or, il faut que ce soit sérieux. Voilà. Après ça, vous avez la clause relative aux modalités pratiques de la médiation. Et puis, l'accord qui intervient est une transaction. Et s'il n'y a pas d'accord, les parties sont libres de saisir les tribunaux. Alors, Aline, nous avions Virginie Legui qui souhaitait dire un mot. Oui. Oui, déjà, je voulais vous remercier donc de la réponse concernant donc l'intérêt, l'intégration de la médiation en entreprise. Là où ça m'a un petit peu surpris, c'est que pour moi, en effet, la médiation, quel que soit le lieu où elle est pratiquée, c'est en effet pour résoudre, éviter, en tout cas, faire en sorte que les conflits ne perdurent pas. Et je trouve qu'en matière de droit du travail, votre position sur l'exemple qui a été demandé sur la fin anticipée de CDD, je trouve que, bon, ça peut être un mini-exemple, mais qui n'est pas anodin, parce que ça peut être aussi la porte ouverte à beaucoup de dérèglements sur la validation et le maintien des règles de droit du contrat de travail. Et pour moi, je trouve que c'est... voilà, ça pourrait donner une image un petit peu négative et de déséquilibre entre un employeur et un salarié. Et également, peut-être que tout ce qui va être partenaires sociaux pourrait revenir également sur l'introduction d'un process de médiation en entreprise, si cela pouvait être utilisé dans des cas justement de rupture anticipée, sachant que ça ne va jamais... on peut souvent s'entendre sur une fin de CDD anticipée entre les parties et sans passer par la médiation. Voilà, pour moi, la médiation, ça doit être que du positif. Et dès l'instant, il peut y avoir une mauvaise interprétation ou une mauvaise utilisation de la médiation, je peux comprendre tant d'un point de vue salarié que responsable RH, que voilà, ça peut tiquer et faire paraître la médiation comme étant plutôt du côté de l'employeur que du salarié. Sur l'exemple qui a été demandé et ce qui se lie avec moi aussi avec ce que vous disiez sur le coût également de la médiation qui ne devrait pas être gratuite totalement pour les salariés. Donc, je lis tout ça. C'est un avis que je souhaitais soumettre. Alors, je ne partage pas complètement votre point de vue. Pour la raison suivante, c'est que vous revenez sur la question de l'ordre public absolu et l'ordre public relatif. Même les organisations syndicales, et j'ai des exemples dont je ne peux pas parler, mais les organisations syndicales, y compris les organisations révolutionnaires, sont plutôt favorables à la médiation, y compris pour effacer les discriminations. Donc, vous êtes dans l'ordre public absolu et pour autant, ils rentrent en médiation. Donc, je crois que le système de la médiation
oblige à repenser complètement différemment les conflits en matière sociale. Pourquoi? Parce que effectivement, vous avez l'ordre public et ce que vous dites là, l'ordre public qui protège le faible et donc le CDD ne doit pas être vendu par la médiation. Le deuxième argument, c'est faire fi de la compétence du médiateur. Je veux dire, le médiateur est quand même le garant de ce qu'un accord équilibré et accepté soit trouvé. Et c'est faire fi encore plus des avocats qui accompagnent les parties, qui, eux, ont bien en tête l'ordre public. Alors, je crois que à partir du moment où on veut un règlement amiable des différends, je dirais que le sujet importe peu. On peut le faire dans de très multiples domaines dès lors que le processus de médiation est correctement suivi et que les parties sont accompagnées. Voilà. Sinon, on n'avancera pas sur la médiation. Hein. Sinon, on avancera. Disons qu'on va avancer à petits pas si on s'interdit de traiter des sujets. Je dis même, j'ai un exemple de médiation où les parties sont d'accord pour, je dirais, faire fi de l'ordre public absolu. Après, ça parce que ça les arrange. Voilà. Après, chacun en effet a une vision sur ce sujet. Je n'étais pas complètement éloignée de vous, mais Vous vous inquiétez. En fait, vous vous inquiétez. Et à juste titre, c'est-à-dire vous avez le scrupule de dire, est-ce que le salarié ne va pas être lésé dans l'histoire? Non. Non, ce n'est pas une façon d'être lésé parce que je suis d'accord avec vous et c'est le principe de la médiation, c'est sur une acceptation et du volontariat des deux parties. Donc, dès l'instant où on rentre dans un process, on connaît la règle qui est définie et puis on sait aussi pourquoi on va en médiation. Donc ça, pour le coup, tout le monde est au courant de la manière dont on procède. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, pas de sujet là-dessus. Je dis juste que, et après, je vous laisserai poursuivre parce que je prends un peu de temps, je dis juste que il serait dommage pour une entreprise et une DRH de penser en premier lieu à l'utilisation et au bénéfice d'une médiation tout de suite lorsque on peut voir des conflits qui seraient liés à une application du droit du travail. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser tous les sujets, mais voilà, une entreprise qui ferait intervenir la médiation parce qu'elle aurait en tête d'éviter des conflits liés à une fin de CDD, je trouve ça un peu réducteur pour la médiation en entreprise. Il peut y avoir des entreprises qui vont avoir cette idée-là de se dire je peux me prémunir, je peux faire fi en effet, pas du droit, mais en tout cas d'utiliser un autre process pour faire une fin de CDD. J'ai envie de dire, voilà, je trouve ça dommage si ça n'est utilisé au départ que pour ça. Je pense qu'il y a d'autres sujets liés à l'image, relations sociales dans l'entreprise qui sont beaucoup plus valorisantes pour la médiation et l'entreprise qui la met à disposition qu'un cas justement purement droit du travail. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Et voilà. Alors, je vois merci. Alors, je veux dire, quand la médiation rentre dans l'entreprise sur un sujet, elle rentre aussi sur les autres. C'est l'avantage. Oui, mais en termes de publicité et de communication, d'utilisation, je pense qu'il y a mieux en entreprise. Ça, c'est mon point de vue RH. Voilà, c'est important de communiquer sur la bonne manière d'utiliser et de mettre en place des choses plutôt que de montrer plutôt un aspect plus juridique. Oui, vous avez complètement raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser après, mais en entrée de jeu, voilà, je trouve ça fort dommage. Et si ça ne tient qu'à ça, là, il y a un problème de DRH et de gestion de droit du travail dans ce cas-là. Mais c'est autre chose. Niloufa? Oui, je comprends tout à fait la position de madame. J'avais pensé à ce cas en particulier, mais il y en a d'autres également. C'est que la réalité aussi est que le droit du travail est quand même assez asymétrique et en faveur du salarié plutôt que de l'employeur. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir d'autres moyens de recours dans certaines situations, comme celle-ci par exemple. Enfin, mais je comprends tout à fait que ça peut être utilisé également à tort comme un moyen de contourner des obligations légales qui sont d'ordre public, mais en plus tout à fait justifiées. Parfait, on continue. Hop. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les clauses de médiation dans les contrats de travail.
Elle nous dit, la clause de médiation insérée dans un contrat de travail ne s'impose pas aux parties qui sont libres de saisir directement le conseil de prud'homme. Donc, j'en reviens à l'exemple de Virginie, le CDD qui ne veut pas médier sur la fin de son CDD, la fin anticipée et illicite de son CDD, alors il a tout loisir de saisir le conseil de prud'homme. Il n'est pas du tout. Nonobstant la clause de médiation insérée dans le contrat, elle est obligatoire pour l'employeur. C'est lui qui s'est engagé à demander une médiation ou de saisir un médiateur s'il a un conflit. Par contre, le salarié peut dire bah non, le sujet que vous traitez, que vous voulez traiter en médiation, moi je veux qu'il soit traité par le juge. Et donc, dans ces conditions, je refuse la médiation et la clause de médiation que vous avez insérée ne s'impose pas à moi, c'est vrai, et je ne vais pas l'utiliser, je vais directement saisir le juge. Là-dessus, c'était en 2012, c'est l'arrêt topic, enfin l'arrêt essentiel sur le sujet. Est-ce que demain, en 2022, on aura le même arrêt? À voir, à voir. Je crois que ça va fondamentalement évoluer, ne serait-ce que parce que le juge lui-même saisit le médiateur pour régler les différends entre les parties, alors même que c'est lui qui est saisi. Donc, mais par contre, sur l'inopposabilité de la clause de médiation aux salariés, bah, écoutez, aujourd'hui, l'état actuel du droit, c'est la possibilité de l'imposer. Le salarié peut. L'intérêt. Alors, vous allez me dire pourquoi, puisqu'on ne peut pas l'imposer, quel est l'intérêt de la clause? L'intérêt de la clause, comme on l'a dit plus haut, c'est que ça permet au salarié, comme à l'employeur d'ailleurs, de dire que le système existe, qu'il peut être, je dirais, issu de la communication dite non violente et qui permet de régler des différends sans avoir de difficultés. Sans se sentir frustré, en quelque sorte. Dans les clauses conventionnelles, vous l'avez vu dans un certain nombre de conventions collectives, il y a des clauses de saisine de préalable obligatoire d'une commission paritaire. Ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas, c'est le pendant d'ailleurs de l'inopposabilité des clauses contractuelles, ben, les clauses conventionnelles ne sont pas non plus obligatoires pour le salarié. Pour l'employeur, elles le sont. Je veux dire, si il y a eu tout un tas d'arrêts assez importants sur les grands licenciements dans la convention collective de la métallurgie, si vous n'avez pas saisi, si vous êtes l'employeur et que vous n'avez pas saisi la commission paritaire de reclassement de la métallurgie, qui n'est pas du tout une clause de médiation, mais qui est une clause de procédure, eh bien, vous avez perdu votre procès au conseil de prud'homme. Qu'est-ce qui fait l'équilibre des parties dans une médiation? Le médiateur, qui est formé normalement à l'équilibre, hein, il reformule, il est garant je dirais, d'une prise de parole équilibrée, mais c'est aussi l'avocat. Alors moi, je crois beaucoup au rôle des avocats. D'abord, ça rassure les parties. Ça permet aux uns et aux autres, lorsqu'on est tenté par un accord, d'avoir un garde-fou qui dit attendez, là, on n'a pas été au bout, ou on pourrait peut-être faire plus. Ça permet aussi de dire bah là, vous avez obtenu le bon schéma d'accord, vous avez pu vous exprimer, vous avez pu dire ce qu'il en est, vous êtes sur le bon accord. Enfin, ça rassure les clients, ça leur donne, les avocats, une grosse valeur ajoutée parce qu'ils connaissent le droit, parce qu'ils connaissent l'aléa juridique, parce qu'ils savent que leur procès n'est pas toujours gagné d'avance, et puis parce que derrière, ils rédigent l'accord et que ça ne leur enlève pas de travail, bien au contraire. Alors, je reviendrai, je crois qu'on a prévu un webinaire sur comment traiter les avocats en médiation, parce que c'est un vrai sujet. Et vous avez encore effectivement des réactions d'avocats qui vous disent « Mais attendez, si je n'ai pas pu concilier avec mon
bon, l'avocat de la partie adverse, c'est qu'il n'y a pas d'accord possible. Eh bien, si, il y a des accords possibles, parce que dans la médiation, ce sont les parties qui se parlent, dans la transaction, ce sont les avocats qui se parlent. Ils ne se disent pas les mêmes choses. Un petit résumé, puis après on ira sur les questions si vous le souhaitez. L'introduction d'une clause de médiation, j'ai écrit, n'est pas interdite. Alors ça, je l'ai écrit l'année dernière, mais je vais reformuler, je dis, est fortement recommandé. Parce que si vous ne l'écrivez pas, personne ne l'inventera, déjà. Si vous n'introduisez pas la clause, vous n'avez aucune chance que les parties rentrent en médiation. Le salarié doit être informé qu'il a le choix ou non donc ce n'est pas une clause impérative, mais une clause explicative. Dans le contrat, vous avez des clauses impératives, le lieu de travail, la rémunération, la classification, puis vous avez des clauses qui sont plus interprétatives, le préavis, la typologie des remboursements de frais, enfin tout un tas de clauses qu'on met dans les contrats, mais qui ne sont pas forcément de nature essentielle. La clause de médiation fait partie de ces clauses explicatives qui expliquent aux salariés comme à l'entreprise qu'on peut y recourir, que ça permet franchement de déminer tout un tas de conflits. C'est le pendant, je dirais, un peu naturel de tous les dispositifs d'alerte professionnelle qui vont se multiplier parce qu'elles sont obligatoires depuis 2017. Et puis en plus de ça, ça permet essentiellement de désengorger les prud'hommes et les cours d'appel, puisque plus les affaires sont traitées et moins il y a normalement de conflits. Est-ce qu'on peut mettre, c'était une question qu'on m'avait posée, est-ce qu'on peut mettre des clauses de médiation dans tous les contrats, quel que soit le niveau du contrat? Oui, je pense qu'on peut le faire avec la précaution, et là j'en reviens au propos de Virginie, avec la précaution que le salarié peut qualifier soit réellement bien accompagné. Alors, ça peut être par un défenseur syndical, auquel cas il n'y a pas de déséquilibre des parties. Voilà. Et bien entendu, je vous invite à recopier la clause. Hein. N'hésitez pas une seule seconde si vous avez des contrats à préparer. Merci. Alors, est-ce que certains souhaitent prendre la parole, poser des questions? Je peux vous passer la main si vous le souhaitez, activer votre caméra, votre micro. Vous avez une petite icône levez la main en bas de votre fenêtre si vous souhaitez prendre la parole. Bon, alors ça, est-ce que ça c'est étonnant, où j'ai été très complète, ce qui m'étonnerait. Nous avons Baptiste Léger qui souhaite prendre la parole un instant. Voilà, alors Baptiste, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer votre micro et votre caméra, si vous le souhaitez. Hop, non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Petite question par rapport au fait que vous ayez évoqué avoir mis en place une plateforme d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Alors ça, c'est de la pub pour moi. Merci beaucoup de cette introduction. Je vous en prie. Non, mais ça m'intéresse parce que je cherche des moyens préventifs. Voilà. Ça s'appelle Solution lanceur d'alerte. Ça marche. Voilà. www ou https plutôt, solution lanceur d'alerte. Et vous allez trouver, c'est un site orange, hein, feu orange, et vous allez trouver tous les renseignements qui vous sont utiles là-dessus. Parfait, je vous en remercie. Alors, je m'empresse de dire que ma plateforme est prête depuis 2 ans et que le confinement a stoppé net mon élan. Mais bon, elle existe, elle est là, elle est prête et elle commence à être redéployée. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Vous pouvez lever la main. Bon, ça laisse perplexe, manifestement. Qui a vu des clauses de médiation dans un contrat de travail déjà?
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ou personne? Personne. Bon. Et qui a vu des prud'hommes qui s'éternisent? Personne non plus. Et est-ce qu'il y a des avocats dans la salle qui pourraient nous faire part de leur expérience de médiation? Bonne ou mauvaise d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Alors, je peux reprendre la main vu que je l'ai. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, simplement pour dire que j'ai simplement eu l'occasion en l'état, donc je suis en train de me former pour devenir médiateur, et jusqu'alors, je n'ai eu des expériences qu'en tant qu'avocat accompagnant. Ouais. C'est vrai que si on n'a pas quelques bases sur le sujet, on est rapidement déstabilisé puisqu'on est dans une posture pour laquelle on n'est pas du tout habitué en fait. Hein. Voilà, on n'a pas la main. On a envie d'être offensif, on est là pour défendre les intérêts de notre client. Et effectivement, on comprend a posteriori, après avoir obtenu quelques clés sur le sujet, que voilà, on est surtout là pour rassurer et on est surtout là pour entériner une solution qui préserve les intérêts de notre client. Et aujourd'hui, je considère, de par ma formation de médiateur, être bien plus force de proposition sur le recours à la médiation et dans de multiples situations, que ce soit via le médecin du travail, via l'inspection du travail. Il y a énormément de biais où on peut utiliser de façon vertueuse la médiation. Oui, sans compter que moi je vois en exemple le titre de médiateur qu'on peut utiliser quand on a été formé et agréé donne confiance en fait aux gens. Dans des discussions, je dirais, informelles, ou le fait d'avoir une formation de médiateur permet d'adopter, je dirais, un comportement plus différent de celui d'avocat. C'est complètement vrai ce que dit Baptiste, parce que on est dans une communication beaucoup moins violente, hein, beaucoup moins agressive et plus dans l'écoute de l'autre. C'est parfaitement exact. Je partage totalement ce point de vue. Camille. Un micro? Alors, on avait une question de Camille par écrit, qui peut prendre la parole également. La procédure de conciliation en matière de travail est d'ordre public. Comment prévoir la médiation dans un tel cas dans mon pays, le Cameroun? Alors, elle est d'ordre public en France aussi. Pour autant, alors ça veut dire quoi l'ordre public? Ça veut dire que ça ne vous interdit pas la médiation. Ça vous dit juste que le salarié peut saisir le tribunal quand bien même il y aura une clause de médiation dans son contrat. C'est-à-dire que la clause de médiation oblige l'employeur à recourir à la médiation avant tout conflit. Ça n'oblige pas le salarié à l'accepter. Il y a un déséquilibre des parties. C'est pour ça que je disais que c'était une clause informative et pas une clause impérative. C'est-à-dire que les deux parties, si le salarié accepte d'entrer en médiation, alors la clause décrit la manière dont ça va se passer, qui va le prendre en charge, quel médiateur va intervenir, est-ce qu'il peut interrompre la médiation, est-ce qu'il peut récuser le médiateur. Tous ces éléments-là, qui sont les chartes de médiateur en fait, hein, sont déjà écrits dans le contrat. La conciliation, c'est un préalable au conflit devant le conseil de prud'homme. Mais ça n'est qu'un, je veux dire, c'est dès lors que le salarié va au prud'homme, la conciliation sera obligatoire. Mais le salarié peut aussi aller au prud'homme après avoir échoué en médiation ou avoir refusé la médiation. L'employeur, lui, doit avoir fait une tentative. Parce que j'ai été clair sur, c'est la position actuelle de la Cour de cassation française. Alors au Cameroun, je ne pense pas que ce soit fondamentalement différent. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Alors, je crois que Camille active son micro. On vous écoute. Absolument. Bonjour à tous. La question est que celui de conciliation préalable dure toute autre procédure amiable. Alors, si le texte prévoit une conciliation préalable avec le juge avant toute tentative de autre, je veux dire, je ne connais pas ce texte-là, mais ça, vous êtes mieux placé que moi pour dire qu'à ce moment-là, la clause de médiation est illicite. Est-ce que ça a été jugé comme illicite? Je ne sais pas. C'est une expérience nouvelle. Il faudrait donc qu'il y ait une jurisprudence qui puisse être. Oui, donc je veux dire, encore une fois, en France. Dit si elle est illicite. Mais en général, lorsque le juge est saisi, il faudrait tout d'abord. Alors, je veux dire, encore une fois, j'insiste, la conciliation est une procédure d'ordre public. Ça veut dire quoi en France, au Conseil de prud'homme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, sauf cas limitativement énumérés par la loi, vous ne pouvez pas échapper à la procédure de conciliation. Mais la procédure de conciliation, qui est un préalable obligatoire d'ordre public, on est bien d'accord, ne joue que lorsque une partie a saisi le Conseil de prud'homme. Si personne ne saisit le Conseil de prud'homme, vous n'avez pas de conciliation obligatoire. Est-ce que vous voyez, le raisonnement ne consiste pas à dire, à nier le fait que la procédure de conciliation soit obligatoire. Elle est obligatoire, mais elle n'est obligatoire que dans le cas où vous avez saisi le juge. Si vous ne saisissez pas le juge parce que vous avez fait une médiation au préalable, la question ne se pose plus. Camille? Est-ce que je vous ai convaincu? Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut se manifester? Vous pouvez toujours lever la main si vous le souhaitez. Je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. Alors, je vais profiter de votre présence pour vous montrer, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je vais prendre la main sur le partage d'écran, Aline. Oui, oui, je ferme. Hop. Je ferme. Hop. Je voulais simplement vous montrer voilà, notre chaîne YouTube. La chaîne, donc CMAP Institut 131. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver tous nos replays. Donc pour ce qui vous concerne tout particulièrement, on a par exemple celui consacré au conflit RH. Nous avons également la présentation de toutes nos formations. Vous avez des webinaires best practice, c'est-à-dire des conseils de médiateurs. Vous avez des témoignages, par exemple d'Airbus, d'accord. La médiation de projets numériques également. Le rôle de l'avocat dans la médiation. Vous avez également quelque chose qui peut vous intéresser sur les conflits collectifs. Voilà, donc n'hésitez pas. Depuis un an, on a beaucoup plus de vidéos, de webinaires qu'auparavant. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vous trouverez plein de vidéos intéressantes. Pour ceux qui ont posé la question également, donc, vous pouvez recevoir une attestation de présence au GER. La fonctionnalité webinaire nous permet d'avoir un tableau de bord nous indiquant l'identité des participants qui se sont connectés, à quelle heure ils sont connectés, à quelle heure ils ont quitté le webinaire. Donc, effectivement, on pourra vous transmettre des attestations de présence. Donc, une dernière fois, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non, visiblement, personne n'a levé la main. Donc, je pense que nous avons terminé. Eh bien, merci à tous. Ah, si, on a quelqu'un qui a levé la main. Excusez-moi un instant. Il s'agit de Jean-Pierre. Un instant, voilà. Alors, Jean-Pierre Longo est fundu. Donc, vous allez pouvoir activer votre caméra et votre micro.
Non. Alors, c'était peut-être plutôt une main pour dire au revoir. Alors, au revoir à tous. OK. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Aline.